Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite découvrons ensemble les sommaires. Identification et enrôlement des électeurs pour la province de l'Équateur qui s'est beaucoup plainte. De passage à Mbandaka, Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, a affirmé que la CENI a réussi à enrôler 73% de la population attendue. Merci de nous suivre depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous vous disons que Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, de passage à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, a déclaré que malgré les difficultés rencontrées chemin faisant, la province a quand même pu envoyer des gens pour se faire identifier et enrôler. Et la centrale électorale a réussi à l'issue de cette vaste opération à faire enrôler 73% de la population attendue. Suivez. C'est que ma délégation et moi, nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale pour avoir une idée de la situation, du contexte dans la province. Évidemment, après ça, nous allons aussi visiter quelques centres d'inscription et avoir une réunion en interne au niveau de la CENI. Et ce qui est important pour nous, c'est que l'ère opérationnelle a beaucoup avancé par rapport à ce processus et nous sommes pratiquement vers la fin, sauf pour les centres d'inscription où nous n'avons pas pu inscrire pour une raison ou une autre, généralement pour des raisons techniques. Et tout cela est évalué parce que nous devons nous assurer que maintenant que nous fermons, aucun Congolais, aucune Congolaise de cette entité ne soit laissée derrière. Nous tenons à ce que chacun ait sa carte d'électeur qui fait office de pour le moment provisoirement qui fait office de carte d'identité et plus tard la même carte va servir à avoir la carte d'identité définitive. Une récupération dans certains centres où ils ont connu beaucoup de jours de retard pour n'avoir pas travaillé. Mais le calendrier, nous le respectons scrupuleusement. Non, il n'y a pas besoin de prolongation parce que déjà à l'Équateur, nous avons déjà enrôlé 73% de la population attendue. Et bon, maintenant, en fait, il y a un bon pourcentage de données qui sont encore au niveau des provinces en train de remonter parce qu'on a des problèmes logistiques. Mais sinon, on n'a pas besoin de récupération excessive parce que nous sommes déjà dans le bon avec les chiffres que nous avons et l'espoir est permis. Malgré les déplacements du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Addis Abeba, accompagné du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyeya Katembo plutôt, le conseil des ministres a eu lieu et présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, Sama Lukonde. Voici les différentes grandes lignes de décision prises à l'issue de cette réunion. Au cours de cette 87e réunion du Conseil de ministres, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, 5 points étaient à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence le Premier ministre, point d'information, approbation d'un relevé des décisions de ministres, examen et adoption des dossiers, ainsi que l'examen et adoption de textes. Le Premier ministre a rappelé à la bonne intention de membres du gouvernement que l'organisation des élections prévues cette année ne devrait pas occulter la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du programme du gouvernement approuvé par l'Assemblée nationale le 26 avril 2021. Sans désemparer, tous les membres du gouvernement ont été exhortés à accélérer la mise en œuvre des axes déjà entamés de ces programmes et implémenter ceux qui ne sont pas encore. Toujours dans le même ordre d'idées, le Premier ministre Sama Lukonde a encouragé la Commission électorale nationale indépendante qui a procédé au lancement des opérations d'enrôlement dans le désert opérationnel dans un contexte difficile. Et il a saisi l'occasion pour saluer les efforts consentis pour corriger les erreurs observées depuis le début du processus. La République démocratique du Congo pourra siéger comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dans la période allant de 2026
jusqu'en 2027 après consultation avec la République sœur du Burundi. C'est dire ceci est considéré comme un autre résultat positif obtenu grâce à la diplomatie menée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en marge du tout dernier sommet tenu à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Et quelles sont les recommandations retenues à l'issue de la 36e Assemblée ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba, justement? La réponse avec Patricia Moigny. Réaffirmation de l'engagement indéfectible de l'Union africaine à respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et ils ont réaffirmé en outre la solidarité de l'Union africaine avec le peuple et le gouvernement de la RDC dans leur aspiration légitime à la paix, à la stabilité et au développement socio-économique. Le sommet exige que tous les groupes armés, en particulier le M23 ainsi que les ADF et les FDLR, décessent immédiatement les hostilités et se retirer sans condition de l'Est de la République démocratique du Congo. Et à cet égard, demande instamment à la mise en œuvre rapide des résultats du processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que du communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Les sommets entérinent le communiqué final du mini-sommet de la EAC et de la CIRGL sur la paix et la sécurité dans les régions occidentales de la RDC réunis le 17 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Et toujours en rapport avec le rendez-vous de Addis Abeba en Éthiopie, il faut dire qu'Azali Assoumani a succédé à Macky Sall, le Sénégalais, à la tête de l'Union africaine. La passation de flambeau a eu lieu justement à l'issue de cette rencontre au niveau du Addis Abeba. La 36e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine a été ouverte ce samedi à Addis Abeba dans un contexte particulier du 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine OIAC, devenue Union africaine depuis 20 ans. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a fait part de son regret de voir qu'en 60 ans, l'Afrique a du mal à prendre son envol. Le continent est miné par de conflits armés qui ne favorisent pas son développement malgré ses nombreuses richesses. Président sortant de l'organisation, le président Macky Sall a salué les décisions prises par le chef d'État à travers le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine SPS en vue de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. En effet, les communiqués finaux de la session du CPS de ce vendredi 17 février a exigé que tous les groupes armés, en particulier le M23 ainsi que les ADF et le FDLR, cessent immédiatement les hostilités et se retirent sans condition de l'Est de la République démocratique du Congo et, à cet égard, demande instamment à la mise en œuvre rapide de résultats du processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que du communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Au cours de cette journée inaugurale, le président de l'Union de Comores, Azali Assoumani, a pris la présidence tournante de l'Union africaine pour 2023. Il sera accompagné au bureau par ses homologues du Botswana, Mogwechi Masisi comme deuxième vice-président, Evariste Ndayishimiye du Burundi comme troisième vice-président et Macky Sall comme rapporteur. Les discussions se poursuivent pour désigner le premier vice-président de la zone Afrique du Nord. Parmi les premières actions du nouveau président de l'Union africaine figure l'organisation au cours de cette année d'élection du directeur du CDC Africa, le Centre africain pour la surveillance et la prévoyance de maladies. L'enjeu est détaillé pour la RDC qui a aligné Dr Kaseya, un expérimenté de la santé publique. Retenu parmi les deux derniers candidats en liste, Dr Kaseya part avec la faveur de pronostics face aux candidats guinéens. Un retournement des situations est toujours possible dans ces genres de votes à huis clos. Dans les coulisses du Nelson Mandela Hall, le président Félix-Antoine Tshisekedi a déjà arraché l'accord de principe du Burundi en faveur de la candidature RD congolaise en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2024. La plénière de ce soir va déterminer si la RDC va-t-elle arracher ces deux victoires diplomatiques en plus de l'engagement de chef d'État à travers le CPS.
Entre-temps, au pays, il faut dire que le professeur Luzolo Bambi Lessa a conduit le comité de réflexion scientifique chargé de l'élaboration de la politique de la justice transitionnelle tant réclamée en République démocratique du Congo. Et justement, il a eu le soin de pouvoir rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui faire part des décisions prises. John Gomba. J'ai conduit la délégation des membres du comité scientifique qui a été chargé d'élaborer la politique nationale de justice transitionnelle pour notre pays. Au regard de l'évolution de la situation, par rapport au contexte de l'état de droit, de la justice et des droits de l'homme, il est apparu nécessaire de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale pour l'imprégner de l'opportunité, de la nécessité pour l'Assemblée nationale de prendre à bras le corps la question relative à la justice transitionnelle de notre pays. Tenez, tout le monde sait depuis un moment les efforts inlassables que fournit son Excellence Monsieur le Président, le chef de l'État, pour apporter une réponse à la situation qui se passe à l'Est. Mais cette situation de l'Est, ce sont des crimes, des pillages, en perpétration dans notre pays depuis 25-30 ans, avec comme conséquence un dégât, 6 à 10 millions de morts. Comment pouvons-nous parler de réconciliation nationale? Comment pouvons-nous parler mieux, même des élections, sans pouvoir apporter une réponse à ces milliers de morts et de morts qui se comptent encore tous les jours? Il a donc été question, et le chef de l'État l'a bien perçu, de mettre en place une politique de justice transitionnelle qui porte sur 4 piliers. La vérité, la justice, donc les poursuites judiciaires, la réparation de victimes et les garanties de non-répétition. La vérité, parce que les Congolais doivent savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on perde 6 à 10 millions de morts, avec un taux de victimisation pour un pays qui compte 80 à 100 millions, un taux de victimisation de 10 à 15% des victimes congolaises, directes ou indirectes. Il faut que le peuple comprenne la vérité. Le travail du comité scientifique a commencé aussi en appui de ce qui se passe au Kasaï central, avec la commission provinciale Vérité et Réconciliation sur le phénomène Kamouina Nsapou, par exemple. Ça, c'est un pilier, la vérité. Le deuxième pilier, c'est la justice. Est-ce qu'on peut comprendre, dans un pays où il y a 6 à 10 millions de morts, que des poursuites judiciaires ne soient pas organisées, de manière à dissuader les gens, ceux qui sont encore en train de nous endeuiller? Donc il faut mettre la justice congolaise en ordre de bataille pour que des institutions judiciaires soient créées. Pourquoi pas la Cour pénale spéciale, les chambres mixtes, mieux pour que le volet justice puisse être mis à contribution. 3, la réparation des victimes. Je dis taux de victimisation 10 à 15%, 6 à 10 millions de morts. Nous saluons ici le gouvernement et en particulier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir initié la loi, parce que c'est plus le projet de loi, sur la réparation des victimes de violences sexuelles et des crimes graves. Les groupes armés auteurs des crimes contre les populations civiles dans la province de l'Ituri seront poursuivis par la justice pour répondre de leurs actes. C'est la mise en garde faite par la sous-secrétaire générale de l'ONU aux droits de l'homme après échange samedi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyaka Chamadjoni. La sous-secrétaire générale de l'ONU aux droits de l'homme s'est dû préoccuper par de graves violations de droits humains en Ituri, œuvre de groupes armés pour Madame Brenda Kerry. Le crime commis par ces auteurs ne seront pas impunis. Déclaration faite ce samedi, c'était à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyaka Chamadjoni. La situation sécuritaire dont fait face l'Ituri en ce moment et inclut évidemment pour nous la question la plus grave, c'est les violations très graves des droits humains qui se sont en train de encore se faire en ce moment, et puis encore les violations, comme vous le dites, il y a les violations du passé, du récent passé, mais on a l'impression qu'il y a l'impunité, et donc il faut vraiment rompre ce cycle d'impunité pour pouvoir avancer, pouvoir avoir un avenir, et la redevabilité qu'il faut est absolument nécessaire. Au même moment, elle a encouragé le travail déjà abattu par l'administration militaire dans cette province dans le cadre de la restauration
restauration de l'autorité de l'État. Notre présence ici aussi, nous sommes premièrement heureux de pouvoir la voir, parce que c'est vrai que de travailler sur le terrain, c'est le travail le plus important que fait le Haut-Commissaire des droits de l'homme et son bureau. Et puis évidemment l'accompagnement avec tous les... On a parlé avec monsieur le gouverneur qui a aussi le côté militaire de réponse à des situations de ces violences, mais très important, un appui sur le côté de l'approche non militaire. Donc comment avoir ces dialogues qui sont absolument nécessaires, comment approcher pour avoir aussi s'approfondir dans les causes profondes de ces conflits. On a le privilège de pouvoir appuyer aussi pour que ce processus se continue et donc avec un regard vers l'avenir aussi. Après, y inclut la redevabilité, mais aller bien au-delà de ça. Signalons que, lors de son séjour au chef-lieu de l'Ituri, la sous-secrétaire générale de l'ONU aux droits de l'homme prévoit rencontrer les différentes communautés victimes d'atrocités de l'Ituri ainsi que les acteurs de la société civile. Et ce journal a le bonheur de recevoir pour vous l'un des hommes de Dieu. Il s'agit de Ezekiel May Kabamba qui vit à Cape Town, en Afrique du Sud, à qui je dis également bonsoir. Bonsoir, bonsoir Eric. Et la toute première question est celle de savoir, les autres nous perçoivent comme un diamant. Je prends ici le cas du pape qui a dit de nous que nous sommes un diamant de la création. Exactement. Mais nous-mêmes ici au pays, il y en a ceux qui aiment le pays, il y en a ceux qui n'aiment pas. Alors le Congolais, dans la majeure partie, c'est des gens qui sont prêts à prier, jeûner, c'est trouver de la nourriture pour voyager et aller à l'étranger. Alors, vous qui vivez à l'étranger, vous qui prestez comme pasteur ou apôtre à l'étranger, avez-vous l'impression que lorsqu'ils arrivent à l'étranger, ils prient avec la même ferveur? En tout cas, le constat est vraiment amer qu'une fois arrivé à l'étranger, l'intensité de la prière, de jeûne, de retraite baisse sensiblement, au point où l'objectif semble changer, puisqu'en fait ils sont maintenant arrivés. Bon, comme ils sont arrivés, il y a un peu un délaissement, il y a un relâchement, mais alors que ça ne devrait pas être le cas, puisque même à l'étranger, ils feront face aux mêmes réalités et aux mêmes situations spirituelles qui les ont poussés à prier ardemment quand ils étaient au pays. Est-ce que ce n'est pas parce que vous, pasteurs, vous qui prêchez la bonne nouvelle, vous faites croire à certains Congolais que l'étranger c'est le paradis? Je prendrai, oui. Nous sommes aussi partie prenante du problème, puisque quand nous prêchons, nous mettons beaucoup plus l'accent d'une manière ou d'une autre sur le voyage comme étant le seul moyen d'être épanoui, alors que la parole de Dieu ne dit pas que l'homme est épanoui en allant au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, mais plutôt quand il découvre le plan de Dieu pour sa vie, et de là, il comprend ce que le Seigneur veut qu'il soit et qu'il fasse, et s'il met ça en pratique, c'est tout. Il retrouve cette joie-là de vivre, et puis il atteint le sommet de son destin. Alors, apôtre Ezekiel May Kabamba, qu'est-ce qui fait qu'ici au pays, en RDC, lorsque le pasteur congolais prêche, même s'il est devant 10 personnes, il y a toujours des tintamarres, beaucoup trop de bruit. Mais une fois vous êtes à l'étranger, vous respectez cette restriction des nuisances sonores. D'abord, il y a un phénomène. De là où nous venons, on nous a appris à crier, même quand vous priez seul. Donc le voisin vous entend alors que vous êtes seul. Or la parole de Dieu dit, quand tu veux prier, enferme-toi dans ta chambre et prie d'une manière vraiment basse et ton Père qui est aux cieux entendra. Deuxièmement, il y a un problème de la conscience des lois qui sont de l'autre côté. Et ces lois sont renforcées. Nous avons dans certains pays les agents que nous appelons law enforcement. Ils sont là pour s'assurer que chaque citoyen respecte la loi. Or, c'est ce qui manque chez nous. Et quand quelqu'un se plaint d'une église à côté qui ne fait que du bruit, tel que moi, là où je dors, ben, je ne sais pas dormir, puisque c'est toute la nuit des églises qui prient et qui prient à haute voix avec de baffles. Alors, il y a cette nuisance sonore, mais il n'y a personne pour renforcer le respect de loi pour que la nuit, quand même, que nous puissions avoir une nuit paisible et calme. Est-ce que quand vous êtes devant un auditoire congolais, vous arrivez à faire réfléchir les uns les autres par rapport à cette nécessité que d'observer le calme pour permettre, c'est-à-dire qu'à nos enfants de répéter leurs leçons, par exemple? En tout cas, merci, merci mon cher Eric. C'est un dilemme, d'abord puisqu'il faut définir son auditoire. Alors si dans l'auditoire vous avez des Congolais, ils sont habitués à cette nuisance sonore, au point où même les bébés
on ne se préoccupe pas si les décibels de nos baffles, de tout, peut affecter leur capacité d'écoute. Mais maintenant, quand il y a des personnes d'autres nations, telles que de Blancs, là, on commence à se rendre compte que non, écoutez, il faut un peu mettre tout le monde à l'aise, puisqu'il y a certains fidèles Blancs qui ne se cachent pas de venir vous dire, mais écoutez, là, ça ne va pas. Vous avez dépassé la limite. Voilà. On vous garde un moment. Alors, plus d'une vingtaine d'assaillants arrêtés en flagrant délit de vol, incendie de maisons et pillage de biens à la vallée de Mvolambaku. Nous sommes dans le groupement de Kikongo, dans le territoire de Bagata, province de Kwilu, où ces derniers seront représentés aux autorités, cette fois-là dans la ville de Bandundu-Ville, qui est le chef-lieu de cette province de Kwilu. Regardez. Il ne peut y avoir la paix sans la justice. Et voilà, ils sont plus d'une vingtaine. Ces assaillants, arrêtés en flagrant délit de vol, pillage de biens et incendie de maisons à la vallée Mvulabankou, dans le groupement de Kikongo du territoire de Bagata au Kwilu, tel que le confirme le commissaire supérieur Shango, commandant second du groupe mobile d'intervention sud de la police basée à Kikwit et surtout commandant de l'un des escadrons de combat implantés à Kikongo par le général Kanol Kamana, le commissaire provincial de la PNC Kwilu, pour pacifier cette partie du territoire national. Ce sont les gens qui ont endeuillé le secteur de Fatundouamba. Nous les avons arrêtés parce qu'ils ont tué, ils ont pillé, ils ont volé. Ils ont incendié des maisons, des villages et des fermes. Ces gens sont les gens qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Ils sont tous passés aux aveux pour dire qu'ils ont commis les forfaits dont nous les reprochons. C'est pourquoi aujourd'hui nous envoyons ces gens aux autorités, à la haute hiérarchie. Nous sommes à Kikongo, au port de Kikongo. Nous voulons que la paix règne. Nous avons instauré la paix. Nous avons arrêté beaucoup d'assaillants. Et la population commence à regagner le village. Mais ceux-ci sont en train de se cacher derrière. Ils se cachent dans les champs. Ils ont même empêché à ce que la population regagne. Il n'y a pas de pacification sans la justice. Une opération de police applaudie par la population, victime des actes ignobles de ces inciviques profitant du conflit Tekeyaka. Et finalement, c'est ce vendredi 17 février 2023 que ces assaillants embarqués à bord du canon rapide de la police sont arrivés à Bandundu où ils vont certainement répondre de leurs actes devant leur juge naturel. La police, elle, ne lésinera sur le moyen pour que la paix totale revienne dans les territoires de Bagata en proie à la violence, conséquence de la ramification du conflit Tekeyaka. Apôtre Ezekiel May Kabamba, est-ce être pasteur est un métier lorsque vous êtes ici au pays ou à l'étranger? Si c'est un métier, comment doit-on l'exercer? Est-ce qu'on doit avoir une autre occupation à côté? Parce que je prends un cas, les prêtres catholiques ont chacun un métier, ils enseignent, ceci, cela. Comment ça se passe à l'étranger? Exact, très bien, merci beaucoup. Être pasteur n'est pas forcément un métier, mais c'est seulement que ça dépend si le Seigneur, quand il appelle les uns, il est plus spécifique. Voilà pourquoi il y en a ceux qui sont appelés à être à temps plein à l'œuvre de Dieu, mais nous ne sommes pas tous appelés à être à temps plein. Et puis le temps plein n'est pas pour toute la vie. Ça dépend, il faut discerner quand est-ce que Dieu veut que vous soyez à temps plein, quand est-ce que vous ne devez pas être à temps plein, vous pouvez être un peu occupé à autre chose. Maintenant, il y a aussi ces phénomènes-là où on trouve beaucoup plus facile de gagner sa vie en se faisant pasteur pour rester à la maison, se fermer, prier toute la journée pour que le soir on apporte la parole de Dieu. C'est plus facile pour les uns. Maintenant, il y en a ceux qui sont devenus si habitués à ces styles qu'ils ne veulent pas changer. Quand vous leur dites, mais écoute pasteur, vous pouvez aussi aller chercher un emploi. Vous avez étudié, n'est-ce pas? Vous êtes diplômé, vous êtes universitaire. Bon, il y en a ceux qui pensent qu'aller chercher l'emploi constituerait un péché, pendant que Dieu ne voit pas de ça. L'apôtre Paul, dans la ville de Corinthe, a travaillé de ses mains pour pouvoir soutenir. Lui-même, Jésus aussi a travaillé. Jésus a travaillé aussi de ses propres mains. Donc, je ne pense pas que tous nous sommes appelés à être à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Alors, justement, papa Ézéchiel, là, ça m'amène à vous poser une question. Parce que chez nous, il y a un phénomène que l'on appelle le miracle. Le miracle, qu'est-ce qu'on devra mettre dans ces mots-là, miracle? Parce que chez nous, généralement, le miracle, c'est seulement là où on voit le seul pasteur qui caracole, qui réussit sa vie. Pendant que ses fidèles ne bougent pas, ils sont toujours là, paupérisés. Le miracle chez nous, comment est-ce que vous pouvez
Je crois que nous sommes en train de vivre la conséquence de plusieurs années de déviation doctrinale et d'une très mauvaise pratique de la foi. Vous êtes rare parmi les pasteurs des églises des réveils à le reconnaître. Hein? Merci beaucoup. Alors, il s'ensuit maintenant de ces phénomènes-là qui fait que dans certaines églises, il n'y a que l'homme des dieux qui s'en sort. Tout va bien pour lui. C'est lui qui voyage en Europe. Maintenant, l'ironie du sort, c'est quoi? Il y a de fidèles même qui pensent que leur pasteur est béni quand il part en Europe. Donc, aussi longtemps. Il n'est jamais allé chez moi à Bwende. Non, aller à Bwende ne signifie rien. Même aller à Bwende peut carrément être considéré comme si il est maintenant maudit. C'est triste. Alors, comment faire pour renverser cette tendance? Je prends ici un cas. Nous avions connu ici, dans la capitale, un certain père Bifalo. Il était de l'église catholique. Je le connais. Oui. Voilà. Il s'était arrangé à pouvoir prendre tous les jeunes gens, des œuvres de l'époque, pour en faire des hommes étoilés et adulés, respectés dans la société. Mais aujourd'hui, vous êtes nombreux de pasteurs, bénis par Dieu financièrement, mais on vous voit toujours rien faire pour cette population. Moi, je crois que ça part avec l'égoïsme et puis l'enrichissement illicite et la compétition que les hommes des dieux se sont donnés. Ils veulent chacun être plus que l'autre et l'autre veut être plus que l'autre. Et on oublie la recommandation du Seigneur qui a dit que souvenez-vous des pauvres, des affamés, des veuves et des orphelins. C'est dans la parole de Dieu. Si nous obéissons à la prière et nous obéissons à une vie de sainteté, mais obéissons aussi à prendre soin des pauvres. Et là, nous avons tous fort à faire. À Inongo, dans le Maïndombe, un cadre influent quitte l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, pour adhérer au parti politique Alliance de paysans, ouvriers de la classe moyenne pour le développement durable, APOCM en sigle. Il s'agit de Jean-Pierre Kabengele Lutumba. Les images de son adhésion hier, samedi 18 février 2023, à Inongo, dans le Maïndombe. Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable. APOCM, parti cher à Abdon et Tina, Fédération de Maïndombe 1, a organisé ce samedi 18 février 2023 une cérémonie d'adhésion massive des nouveaux membres venus de toutes les 3 communes de la ville d'Inongo. Environ 200 personnes ont pris leur adhésion. Sur la liste des nouveaux adhérents figure M. Jean-Pierre Kabengele Lutumba, une figure populaire qui a marqué son histoire dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe. Son adhésion au sein de ces mouvements politiques s'est passée sous les ovations frénétiques de l'assistance. Visiblement, les cadres et militants de cette formation politique ont pris d'assaut le siège de leur mouvement politique afin de participer activement à la cérémonie d'adhésion des volontaires au sein de ces mouvements politiques. Prenant la parole, Jean-Pierre Kabengele a dévoilé la raison qui l'a poussé à embrasser les installations du parti politique APOCM. Je suis ravi de joie d'être dans ce parti APOCM. C'est au vu de ce qu'APOCM s'est donné comme projet. Il a un projet pour redresser ce pays. Avant d'adhérer, je suis resté dans ses côtés et j'ai trouvé que c'est un homme qui est constant dans ses décisions. Il peut arriver quand même à ce qu'il y ait émergence pour la province de Maïndombe. De son côté, M. Jimmy Bassambi, vice-président fédéral du parti politique APOCM, Fédération de Maïndombe 1, a fait savoir que les membres de leur parti affirment leur détermination à faire bloc derrière le 5e président de l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que l'objectif serait de donner au président de la République, Félix Antoine Tshilombo, 2e mandat et la majorité au niveau des institutions et puis de l'Assemblée nationale. Ici, de rappeler qu'environ 200 personnes ont pris d'assaut le siège de la formation politique APOCM, situé sur boulevard dans la commune de Bonsé, vivre cet événement riche en couleurs. La République démocratique du Congo dans son ensemble a grandement besoin des infrastructures, notamment routières, longue de 135 km. La route qui sépare Bagata à Bandundouville est dans un état de délabrement très avancé et la population riveraine demande justement la réhabilitation. Regardez ces images.
Long de 135 km, la route allant de la ville de Bandundu au chef-lieu du territoire de Bagata, portant le même nom, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Il faut mettre près de 7 heures du temps pour parcourir cette route au lieu de 4 heures du temps, d'où l'inquiétude de plusieurs personnes. Pour certains, à l'époque, quand l'entretien de cette route était régulier, il faut rappeler qu'il faisait 4 heures pour atteindre Bandundu ou Bagata, mais actuellement, la situation devient un calvaire. Car, parsemée de nids de poules, cette route est devenue impraticable. Il y a la boue, surtout quand il pleut. C'est impossible d'emprunter cette route, que les autorités pensent à la réhabilitation de cette route. Sinon, ça sera une catastrophe. La plupart des routes intérieures de la province du Kwilu se trouvent actuellement dans un état de délabrement très avancé. Et pasteur Ezekiel Mei Kabamba, nous allons terminer dans cet entretien avec cette question, le lien entre la religion et le patriotisme. Imaginons que vous êtes pasteur, par exemple au Rwanda, et avec tout ce qui se passe au pays, vous faites quoi pour concilier d'un côté le fait que vous soyez congolais et puis vous êtes un annonceur de bonnes nouvelles? Vous faites comment? C'est une question d'abord très très difficile quand on se considère d'une nation. Le patriotisme va certainement agir, et surtout le fait aussi d'assister à comment vos familles, vos frères et sœurs sont massacrés, tués, violés et consorts. Mais c'est là où la connaissance de la parole de Dieu peut jouer notre rôle. C'est celui d'être l'ambassadeur de son pays et d'être aussi l'ambassadeur de la paix. De jouer le rôle que l'apôtre Paul dit, nous avons reçu des dieux un ministère de la réconciliation. Étant au Rwanda, si jamais tel est le cas de quelques de nos confrères, ils doivent maintenant interpeller le gouvernement rwandais, pas à la télévision, pas à la radio, mais aller en personne demander l'audience pour pouvoir les interpeller, pour dire, écoutez, la paix, c'est ce que Jésus-Christ est venu prêcher. Et aussi longtemps que vous menez cette guerre qui de l'autre côté tue, le fait que ceux-là se retrouvent victimes, un jour, ça va faire naître la haine, et la haine va produire plus tard l'esprit de vengeance. Alors si nous ne mettons pas terme à cette guerre en retrouvant la paix ou par de voie de réconciliation pacifique, nous devons nous attendre qu'un jour, il y aura des vengeances. Mais maintenant, le piège est grand pour le pasteur qui est patriote. Il doit tenter de mettre de l'eau dans son vin pour ne pas se faire passer pour un activiste, alors qu'il est aussi au même moment. Comment faire taire cette fibre-là? Parce que c'est difficile. En tout cas, c'est difficile. Alors, vous vous adressez maintenant aux Congolais. Si vous avez une recommandation à la fois à la population et aux dirigeants, vous leur direz quoi? Par rapport aux Congolais, il est de leur droit de défendre leur patrie. Et aux dirigeants? Aux dirigeants, ils doivent assumer la responsabilité qui est la leur, incarnée dans la Constitution. Je ne vais pas apprendre aux dirigeants qu'ils doivent protéger la population de toutes les menaces. S'il faut aller à la guerre, il faut aller à la guerre, puisque c'est pour cela qu'ils ont été élus. Alors s'ils échouent à une telle responsabilité, mais il faut maintenant que les électeurs en décident. Merci beaucoup, le pasteur Ezekiel Mei Kabamba. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons reçu le pasteur Ezekiel Mei Kabamba qui vit à Cape Town au niveau de l'Afrique du Sud. Et avec lui, on a discuté un peu de ce qu'est l'évangile ici au pays et ailleurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais bien avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Identification et enrôlement des électeurs pour la province de l'Équateur qui s'est beaucoup plainte. De passage à Mbandaka, Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, a affirmé que la CENI a réussi à enrôler 73% de la population attendue. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Bon début de semaine dans vos familles et au revoir.